Bonjour à tous et bienvenue dans ce lieu magnifique que certains d'entre vous ont eu l'occasion de découvrir ce matin lors de la visite guidée. Le thème de cette grande journée est « Énergie 2050, un avenir sous haute tension ». Cette conférence entre dans le cycle des conférences organisées par l'Association des alumni du MBA Sciences Po en partenariat avec le MIT Club de France. Elle sera animée par Marc Ringel, titulaire de la chaire Climat de Sciences Po. Marc sera entouré de Dario Ligutti, directeur de l'énergie durable à la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe, de Florent Bonnemaison, managing director chez Alvarez et Marsal, et de Philippe Moreau-Defarge, ministre plénipotentiaire et géopoliticien. Cette conférence sera divisée en 3 tables rondes successives auxquelles participeront des alumni du MBA Sciences Po. Une première table ronde géopolitique animée par Philippe Moreau-Defarge avec au niveau des alumni du MBA, Alexander Koppel de la promo 2003. Une deuxième table ronde animée par Dario Ligutti avec au niveau du MBA, Noël Luigi, promo 99, et Pierluigi Sagari-Visconti, promo 2004. Et une troisième table ronde économico-financière animée par Marc Ringel avec au niveau du MBA, Myrène Isazi, promo 2003, et Nathalie Barre, promo 90. Laurent Bonneton apportera son éclairage à chacune de ces 3 tables. Nous remercions tous ces intervenants d'avoir accepté de participer à cette conférence. Nous remercions également le lycée Henri IV pour son accueil, ainsi que tous ceux qui ont participé à la préparation de cet événement, tant au niveau du MBA Sciences Po qu'au niveau du MIT Club de France. Sans oublier, bien sûr, nos amis des alumni Sciences Po pour leur soutien à notre campagne de communication autour de cet événement. La première table ronde, donc on aura aussi Farid Alexander Koppel, qui est un MBA 2003. Et donc, je laisse la parole à Marc pour entamer cette série. Bonne conférence à tous. Merci Jean-Marc. Merci Jean-Marc et bonjour mesdames, messieurs, chers collègues. Je suis très content d'ouvrir cette grande journée d'énergie 2050. L'énergie 2050, c'est un thème qui mérite d'être discuté en détail aujourd'hui plus que jamais, je dirais. 2050 encore, ça pourrait paraître très très loin, très éloigné en fait. Mais dans le secteur, comme vous le savez tous, comme vous êtes presque toutes et tous professionnels, 2050, c'est une période de planning assez de court et moyen terme, avec l'appui sur les infrastructures et l'investissement à grande échelle. Donc, ce planning, ça se fait dans le secteur privé, mais c'est bien sûr encadré par les stratégies et les décisions politiques. Donc, la question, quelle stratégie politique mener, quelle stratégie politique tirer, en fait. Comme vous savez, l'Europe, comme tous les pays, je dirais tous les pays du monde, en fait, l'Europe a adopté sa stratégie long terme pour 2050, le Pacte vert. Le Pacte vert a une vocation double, en fait. Essayer de marier les besoins climatiques avec les nécessités économiques. Le Pacte vert cible la neutralité carbone en 2050, tout en soulignant que cette transformation de notre continent sera bénéfique pour l'Europe au niveau économique, ce qui veut dire qu'il adopte une logique de croissance verte. Plus encore, ce qui est intéressant, c'est que cette transition climatique est tout de suite une transformation énergétique. Comme 80% des émissions de gaz à effet de serre sont des émissions causées par le secteur énergie ou l'utilisation d'énergie. Donc, on fait une transformation climatique et en même temps une transition énergétique qui va ensemble. Ce qui est intéressant dans cette transition énergétique, c'est les scénarios de la Commission. Parce qu'en fait, les scénarios, il y en avait existé toujours, mais ces scénarios-là, pour le Pacte vert, ça montre que juste la transformation du secteur énergétique, c'est pas assez. Ça nous mène à 80 à 95%, dépendant des scénarios, mais ça n'arrive pas à net zéro, ce qui veut avoir la Commission. Pour avoir la décarbonisation finale, totale, en fait, net zéro à 2050, il faut aussi, en plus du changement de secteur énergétique, changer l'industrie. Donc, trouver
des solutions pour l'industrie, pour avoir une industrie circulaire, utilisation des ressources, mais en plus encore, il faut changer nos habitudes, pour changer nos habitudes de consommation tout en plus. Et si tout cela est mis ensemble, on va arriver à net zéro, pas moins. Donc voilà la stratégie. Mais bon, après le concept, bien sûr, il y a la réalité. C'est très bien de concevoir une stratégie, concevoir des scénarios, concevoir de planning, mais il faut les mettre en marche, mettre en route. Cette mise en place pour le pacte vert, c'est venu par une série des propos législatifs. C'est le fameux paquet Fit for 55 de la Commission européenne qui était influencé par les besoins du changement climatique. Bien sûr, les grandes discussions sur la technologie, utilisation de technologies, le carbon capture and storage, ça sera prêt pour quand? Mais bien sûr, plus que jamais maintenant, c'était influencé par des soucis au niveau géopolitique, comme maintenant on témoigne avec l'invasion russe de l'Ukraine. Là, on doit dire que depuis des années 90, déjà, les stratégies, les politiques européennes ont essayé de former des marchés communs. Mais cette crise-là nous a montré comment on est encore éloigné de ce marché commun. Bien qu'on l'a pour l'électricité et le gaz, il faut l'admettre que cette crise énergétique causée par la Russie a frappé l'Europe au niveau très, très asymétrique. Donc, c'est très différent pour l'Allemagne que pour la France, avec la dépendance du gaz des Allemands. Et ici, c'était plutôt mitigé. Donc, là encore, on voit très bien comme on est encore éloigné de trouver une stratégie commune. D'ailleurs, on le voit très bien aujourd'hui même. Parce que, bon, la France, avec le secteur nucléaire, c'est une stratégie qui marche. Aujourd'hui, même à ce moment-là, c'est l'Allemagne qui débranche ses 3 derniers réacteurs nucléaires, en ce moment même. Donc voilà, c'est pas synchronisé. Donc, il y a toute une réflexion à mener, comment vraiment coordonner tous ces politiques-là. Ceci dit, il ne faut pas trop se plaindre quand même. Après tout, la coordination européenne avec la stratégie Repower EU, les conseils de l'Agence internationale d'énergie ont beaucoup aidé pour voilà, nous mettre en dehors de la crise immédiate. Donc, nous avons évité les blackouts qui nous ont été voilà, promis un peu pour cet hiver-là, presque dans tous les pays de l'Union européenne. Bien sûr, on était aidé par un hiver clément, mais bon, après, voilà, on a évité les blackouts, on a évité l'explosion, enfin, on a mitigé l'explosion des prix énergétiques. Mais voilà, un hiver peut cacher un autre et bien encore pas mal d'autres hivers. Donc, c'est pas le moment de trop se réjouir, mais plutôt de mener une réflexion, comment renforcer et réadapter nos systèmes énergétiques. Ce qui me mène au futur, en fait, de ces politiques énergie-climat. Voilà, qu'est-ce qu'on suit, en fait? De mon point de vue personnel, ce pacte vert européen, qui est la stratégie phare de la Commission, qui est censé de finir l'an prochain, ce pacte vert ne pourra pas se finir. En fait, ce n'est qu'un début d'un très long processus de transition qu'on doit mener. Donc, pour le moment, cette transition-là, c'était plutôt, je dirais presque timide. Oui, bien sûr, on a fait des efforts, on a avancé les énergies renouvelables, on a poussé un peu l'efficacité énergétique, mais pas trop. Et ce pas trop, ça sera plus possible avec tout ce qu'on sait maintenant pour l'accélération du changement climatique, avec enfin, le changement de notre géopolitique voilà, qui change toutes les données et qui en fait nous propulse en fait dans un futur avec des ressources rares avec la compétition autour des ressources, avec des prix d'énergie qui ne vont cesser en fait d'augmenter et être très instables si on ne sort pas de cette logique du fossile. Donc voilà, il y a pas mal de discussions à mener. Donc, je suis très content de pouvoir mener ces discussions avec vous maintenant et lors de nos tables rondes sur les aspects géopolitiques, technologiques, économiques, financiers. Voilà, pour finir, je vous souhaite toutes et tous une très bonne conférence avec des discussions intenses, parce que vous aussi, le public, vous êtes invités à participer avec des questions, avec des interventions. Qui, donc, une conférence qui nous pousse tous à réfléchir plus et trouver des solutions adéquates à tous ces défis-là. Donc, merci beaucoup.
Merci d'abord, merci à Jean-Marc, merci pour votre accueil. Peut-être pour introduire le sujet sur les aspects géopolitiques, d'abord quelques mots sur la toile de fond. Je crois que ce qui définit la période actuelle, ce sont 3 données fondamentales. La première donnée fondamentale, c'est l'entrée de l'humanité dans une nouvelle ère technologique. Si vous regardez l'évolution depuis la Deuxième Guerre mondiale, il y a une explosion de l'électronique, de l'informatique, des télécommunications, de l'intelligence artificielle, ce qui fait que jamais les interactions entre les hommes, les interactions macro et micro se multiplient. Donc, il y a cette espèce de changement d'âge technologique. Et du point de vue de l'énergie, disons que nous passons des énergies fossiles qui ont dominé le monde depuis la fin du XVIIIe siècle jusqu'à aujourd'hui à des énergies renouvelables. Premier caractère fondamental. Donc, ce changement d'ère technologique. Deuxième caractère fondamental, c'est le déplacement, une véritable lame de fond qui déplace la richesse et la puissance, disons, des pays occidentaux, et notamment des pays européens, vers les pays, notamment asiatiques, peut-être moyen-orientaux et peut-être encore demain africains. Il y a véritablement un déplacement massif des axes de richesse et de puissance qui vont changer tout le jeu international. Et d'ailleurs, avec des interactions extrêmement fortes entre des mouvements de mondialisation et des mouvements de démondialisation, ou même simultanément des processus de mondialisation et de démondialisation. Troisième élément fondamental de la toile de fond, c'est, disons, chaque siècle a son conflit. Chaque siècle est dominé par un conflit. Le 19e siècle était dominé par le conflit entre le libéralisme et l'ancien régime, les monarchies. Le 20e siècle a été dominé par le conflit entre les démocraties pluralistes et le totalitarisme. Le 21e siècle, lui aussi, aura son conflit du siècle. Ce conflit du siècle, c'est le conflit entre, d'un côté, les démocraties pluralistes libérales et de l'autre côté, les autoritarismes comme ceux incarnés par la Chine, la Russie. Et là, il va y avoir un bras de fer extraordinaire. Alors, venons-en, pour ne pas être trop long, venons-en à la guerre en Ukraine. Donc, qu'est-ce que nous dit la guerre en Ukraine? Elle nous dit tout de même 3 choses essentielles. La première chose importante, c'est que la guerre en Ukraine montre bien qu'il y a des armes décisives et des armes non décisives. Pour être plus précis, l'Occident arme les Ukrainiens. L'Occident arme les Ukrainiens, c'est incontestable. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'Occident ne donne pas aux Ukrainiens les armes décisives. C'est très important. C'est-à-dire que les Occidentaux ne livrent pas aux Ukrainiens les deux armes décisives, c'est-à-dire les avions à longue portée et les missiles à longue portée. Donc, d'ailleurs, c'est quelque chose de très important. Ça montre que le rapport entre l'Occident et l'Ukraine est un rapport pourri. Pourquoi? Parce qu'il y aura inévitablement un moment où les Ukrainiens se disent « nous sommes de la chair à canon pour les Occidentaux ». Parce que ces armes ne leur donneront jamais le moyen de vaincre la Russie. Deuxième remarque sur la guerre d'Ukraine, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, Ukrainiens et Russes s'entretuent. Et les batailles en Ukraine entre Russes et Ukrainiens sont tout à fait comparables aux batailles de la Première Guerre mondiale, à Verdun en 1916, ou de la Seconde Guerre mondiale, comme Stalingrad. Donc ça veut dire que Ukrainiens et Russes perdent massivement des hommes. Ce qui est important de dire, c'est que ce que l'on voit bien, c'est que il y a quelque chose qui a changé. Qu'est-ce qui a changé? C'est que les hommes ne sont plus prêts à se faire tuer comme se faisaient tuer autrefois. Si on regarde du côté russe, c'est évident, c'est dit partout, du côté russe, il y a une hémorragie formidable et il y a une espèce
de rejet de la guerre, pas toute une partie de la population. Et détail intéressant, les rapports entre Vladimir Poutine, le président de la Russie, et le chef des milices Wagner, financées par la Russie, sont extrêmement mauvais. Pourquoi? Parce que les milices Wagner ont le sentiment d'être de la chair à canon pour Moscou. Et on voit bien la tension. Donc on voit ce moment où les populations ne sont plus prêtes à se comporter comme elles se comportaient auparavant. C'est-à-dire en 1914 et même en 1939-1945, les populations étaient prêtes à se faire tuer. Quand on voit les Français, les Allemands pendant la Première Guerre mondiale ou les Russes et les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est impressionnant. C'est fini, ça. C'est fini. Il y a quelque chose qui est en train de changer, changer. Alors, pour terminer, au fond, et c'est une question d'actualité, sur quoi peut déboucher la guerre d'Ukraine, de Russie-Ukraine? Je crois qu'il y a deux scénarios possibles. Le premier scénario possible, c'est que ce conflit s'enlise et dure indéfiniment. Ce qui est clair, c'est que ni la Russie ni l'Ukraine ne peuvent gagner. Ni la Russie, parce que l'un et l'autre sont comme ni l'Allemagne ni la France ne pouvaient gagner pendant la première, enfin ni les empires centraux ni les démocraties occidentales ne pouvaient gagner pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, ce que l'on voit bien, c'est qu'à un moment donné, il y aura une intervention extérieure. Ce sera l'intervention extérieure qui décidera de la fin du conflit. Par exemple, il y a un scénario qui n'est pas exclu, c'est un accord entre les États-Unis et la Chine pour, en quelque sorte, régler le problème ukrainien. Le problème ukrainien est réglé par trois principes simples: reconnaissance d'une Ukraine souveraine et indépendance; deuxième principe simple, amputation de l'Ukraine de ses provinces orientales, ça veut dire que l'Ukraine devra accepter d'être amputée de ses provinces orientales; et troisième élément, neutralisation de l'Ukraine. Et là, on voit que la guerre sera réglée par deux acteurs extérieurs, les États-Unis et la Chine. Étant entendu que les États-Unis et la Chine se mettront d'accord peut-être pour régler le problème ukrainien, et une fois le problème ukrainien réglé, et bien sûr, ils s'affronteront. Donc, soit ce conflit dure, c'est le premier scénario d'un conflit qui dure, qui n'en sort pas. Deuxième scénario possible, c'est que ce conflit, finalement, irradie d'autres conflits. Et ce n'est pas du tout impossible que le conflit Russie-Ukraine irradie d'autres conflits, par exemple le conflit États-Unis-Chine à propos de Taïwan. Et là, c'est une guerre mondiale qui peut éclater. Pour conclure, ce que nous dit l'histoire, c'est que est-ce que c'est vrai ou faux? Si vous voulez, l'histoire ne prouve rien. L'histoire ne prouve rien, mais elle nous donne des signaux importants. À chaque tournant de siècle, se produit une sorte de grande guerre. À la fin du XVIe siècle, ce sont les guerres de religion. À la fin du XVIIIe siècle, ce sont les guerres révolutionnaires impériales. Au tournant du 19e siècle et du 20e siècle, ce sont les deux guerres mondiales. Est-ce que aujourd'hui va se répéter ce scénario? Bien évidemment, il faut le répéter, l'histoire ne prouve rien. Il y a quand même des régularités de cycle historique. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, le monde, et c'est très inquiétant, le monde est proche d'une guerre mondiale. La question étant que, il est proche d'une guerre mondiale, la question étant aussi que, est-ce que, si cette guerre se déclenche, est-ce que les puissances seront capables de s'auto-limiter, c'est-à-dire en clair, de ne pas utiliser les armes nucléaires, ou ces puissances laisseront-elles déraper et utiliseront l'arme nucléaire? Et c'est vrai qu'il n'est absolument pas impossible, il n'est pas du tout impossible que l'une des puissances soit à un moment donné tentée d'utiliser l'arme nucléaire, ou même qu'une puissance limitée comme la Corée du Nord utilise l'arme nucléaire. Et là, évidemment,
ce serait une forme d'apocalypse. Donc on voit que l'humanité, pour conclure, est au bord au sort de bord du gouffre. Et comme toujours, les hommes peuvent être parfaitement raisonnables ou parfaitement déraisonnables. Je conclurai sur un texte de Jean Giraudoux. Jean Giraudoux avait créé une pièce qui s'appelle La guerre de Troie n'aura pas lieu. Bien sûr, la guerre de Troie a lieu. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans cette pièce de théâtre, il y a un face-à-face entre Ulysse, le grec, et Hector, le troyen. Les deux hommes sont extrêmement raisonnables. Et ce sont deux hommes qui sont décidés à ce qui n'est pas la guerre. Si vous voulez, Ulysse et Hector se rendent compte qu'une guerre entre Troie et les Grecs sera épouvantable. Ils en sont parfaitement conscients. Et en même temps, ces deux hommes qui sont parfaitement conscients que cette guerre est une folie, conclut que la guerre aura quand même lieu. Parce qu'à un moment donné, Ulysse dit à Hector, Hector, si vous, les Troyens, vous nous rendez Hélène, vous vous souvenez, l'enlèvement d'Hélène par le Troyen à Paris, vous ne pourrez pas effacer que vous avez enlevé Hélène. Donc, malgré tout, même si vous nous rendez Hélène, malgré tout, il y aura la guerre parce que notre orgueil a été blessé. Et là, on voit qu'aujourd'hui, évidemment, dans le jeu Poutine, Biden, Xi Jinping, il y a à la fois de la rationalité et beaucoup d'irrationalité. Et là, il y a un immense point d'interrogation. Bien, bonjour tout le monde. Merci de m'avoir invité. Tout d'abord, je vous rassure tout de suite, ça n'existe pas les États-Unis d'Europe. Je remarque, c'est la Commission des Nations Unies, pour la Commission pour l'Europe des Nations Unies. Donc, je ne me permettrai jamais dans un pays aussi souverainiste que la France de parler du concept des États-Unis d'Europe. Et en fait, la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe, ça fait partie du secrétariat des Nations Unies. Donc, je travaille aux Nations Unies, aux Nations Unies, et en plus en particulier, je m'occupe d'énergie. Donc, après un bilan géopolitique quand même inquiétant, et quand même, je peux dire, peut-être avec des zones sombres assez importantes, parlons un petit peu de la transition énergétique. Vous savez, on a eu très récemment à Genève, on le fait tous les ans, vous connaissez les objectifs du développement durable. Et tous les ans, on fait l'analyse de l'achèvement de ces objectifs de développement durable. Ce sont 17 et toute une série de critères. En total, il y a 149 mesures de comment va le monde dans sa transition. À l'intérieur de ces 17 objectifs de développement durable, il y a un objectif spécifique pour l'énergie, c'est l'ODD 7. Il y a des métriques aussi pour voir l'état d'avancement, d'achèvement, disons, de la transition énergétique. C'est un constat amer qu'on vient de faire. On a fait cet exercice dans les 5 régions dans lesquelles les Nations Unies partagent le monde. Et c'est un constat de pas de progression dans l'achèvement de ces objectifs, au contraire de recul. En fait, pour la première fois, on a reculé dans le nombre d'objectifs qui sont en train d'être achevés de l'horizon 2030. C'est un constat amer, c'est un constat qui a commencé à préoccuper beaucoup de monde. Dans l'énergie, ça dépend des régions dans lesquelles vous regardez. L'énergie, c'est très clair. Il y a l'ambition, c'est d'amener en 2030 500 millions de personnes en plus à avoir accès à l'électricité, avoir la totalité des personnes ne plus utilisant la biomasse pour la cuisine. Vous connaissez ça, c'est pas la question en Europe, mais des commissions consorts. Chez moi, c'est un des objectifs les plus importants parce que c'est un peu un niveau de la santé épouvantable et un niveau aussi de l'impact environnemental épouvantable. Et malheureusement, on fait pas de progrès aussi vite pour arriver à 2030 aux objectifs qu'on s'est, nous, comme monde, comme nation, librement donnés
comme l'objectif pour sauver notre planète. Vous savez déjà que on a une moyenne de température supérieure à la moyenne de l'époque pré-industrielle de 1,1 degré. L'objectif de 2030, c'est de ne pas, idéalement, vous savez, des accords de Paris, c'est de ne pas surpasser le 1,5. On est déjà à 1,1. Je peux vous dire que le 1,1, en plus, on a, je ne sais pas si je peux m'exprimer comme ça, on a de la chance parce qu'on serait à 1,4 si ce n'était pas grâce à d'autres éléments chimiques qui sont dans notre atmosphère, qui sont liés à l'accord de Montréal de 1987, qui en fait, ils baissent la température moyenne parce qu'ils reflètent les rayonnements solaires. Donc, comment, avec l'accord de Montréal, on a complètement éliminé, on va progressivement, et là, on fait, non, vous savez, l'accord de Montréal, c'était sous la couche d'ozone. Il y avait un énorme trou à la couche d'ozone créé par des produits chimiques qui étaient surtout dans le cycle de la réfrigération. Donc, cet accord de Montréal, c'est un succès international des coopérations. Donc, nous, on l'amène comme succès de coopération. Donc, c'est possible à niveau mondial de coopérer et de se fixer des objectifs et de travailler tous ensemble pour achever ces objectifs. Ça nous rend fort, c'est un message fort. Bon, après, ça va pas dans le sens d'aider le réchauffement climatique, au contraire. Mais bon, ça, ce n'était pas prévu comme ça. Hein. Mais le message ici, c'est qu'on est déjà très proche des 1,5 degrés. Pourquoi 1,5 degrés? Beaucoup de monde se dit, mais pourquoi pas 2, pourquoi 1,7, pourquoi 3? En fait, les scientifiques, ils ont identifié le seuil de 2. Les scientifiques, vous savez, il y a un secrétariat qui s'occupe du changement climatique depuis 1972. En fait, en 1972, on a commencé à niveau international à se rendre compte que l'empreinte humaine avait un impact à niveau massif sur le climat. C'est 1972, il y a 50 ans. Après, avec le passage du temps, comment dire, ces connaissances, cette prise des connaissances est devenue plus importante, plus politiquement urgente. 92, Rio, 2015, les accords de Paris, les COP, etc. Vous connaissez le mécanisme international qui existe, qui est un mécanisme qui, malheureusement, je dois dire la vérité, doit être changé, doit être amélioré. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas produit les résultats qu'on doit avoir tous pour pouvoir enrayer le réchauffement climatique. Donc, je vous parlais de la limite de 2 degrés. Alors, pour les scientifiques, 1,5, parce que c'est un objectif qu'on sait qu'on va le dépasser. Hein. Ça sera la courbe déjà du réchauffement climatique prévoit déjà un dépassement de 1,5. Et l'idée, c'est, avec toutes les différentes courbes d'émissions de CO2 et d'autres gaz à effet de serre est prévue, on ne devrait pas toucher les 2 degrés. Sous la base, si on devait exactement suivre, c'est ce qu'on se prévoit dans les différentes engagements que les États ils ont pris avec les National Development Contributions qu'ils ont signé. Alors, les 2 degrés, c'est une limite pour laquelle le réchauffement climatique n'engendre pas, c'est ce qui s'appelle le passage de tipping points. Alors, on a identifié un nombre de tipping points à niveau du système complexe du monde, que seulement maintenant on commence à réfléchir. La relation entre la forêt amazonienne, par exemple, et la calotte polaire, les relations entre la direction du vent, l'atmosphère et l'océan, c'est des systèmes extrêmement complexes qu'on commence seulement maintenant à étudier, pas à comprendre, à étudier les profondités des océans, le rôle qu'ils jouent, les profondités de l'océan dans le climat, dans la gestion de la température du monde. On a énormément de choses à comprendre qu'on ne connaît pas. Et donc, on a dit, comme le principe des cautèles, on dit 2 degrés pour ne pas dépasser ces seuils de dépassement au-delà de ça, on ne pourra pas prévoir, il n'y a pas de modèle économique mathématique, qui prévoit quelles pourraient être les conséquences. Nous, on a des modèles mathématiques aujourd'hui qui peuvent prévoir les conséquences de l'augmentation générale jusqu'à 2 degrés. Au-delà de 2 degrés, on n'a pas. On n'est pas à ce niveau de sophistication de projection. Alors, pourquoi mettre en place tous ces moyens et toute cette
architecture internationale et tous ces efforts qu'on en parle si après on ne les suit pas? Pourquoi ne pas travailler sur ce point? Mais vous savez, le monde, quand nous on parle ici, la sensation en Europe de quand on parle de la transition énergétique est très différente par rapport à d'autres continents. Si vous parlez de la transition énergétique en Afrique, si vous parlez de la transition énergétique en Inde, c'est un concept complètement différent par rapport à nous. Ça, c'est une chose très importante qu'il faut comprendre. La deuxième chose, il faut comprendre, la transition énergétique n'est pas seulement une transition technologique. Les marques, je pense que tu l'as déjà dit, Philippe aussi, la transition énergétique passe, et les transitions de tout passent par une transition sociétale. Des comportements, je crois que tu as parlé des changements des comportements, mais pas seulement des comportements, des institutions sociétales de notre société, de comme notre société est construite, des valeurs de notre société. Alors, moi, je pense, pour vous donner, à côté d'un scénario géopolitique assez préoccupant, un scénario climatique, je dirais, qui ne donne pas vraiment beaucoup, comment dire, je ne voudrais pas dire préoccupant, mais quand même pas rassurant. Je voudrais quand même donner un message d'espoir parce que, comme vous savez, c'est pendant les crises, l'humanité a passé beaucoup de crises et c'est pendant ces moments de crise dans lesquels on réagit, dans lesquels on prend conscience de la problématique, dans lesquels il y a une forte capacité d'innovation technologique, une forte capacité d'innovation sociétale. C'est pendant ces moments-là qu'on trouve les solutions, qu'on comprend qu'il faut trouver ces solutions, se mettre tous ensemble pour ensemble trouver ces solutions. Et donc, nous, on a l'espoir, et c'est dans ce sens-là que je travaille tous les jours, merci mes collègues aux Nations Unies, c'est parce qu'on croit, on croit en ça, on croit en ces messages positifs. Donc, je veux vous laisser avec un message positif. C'est un message il faut avoir le courage de prendre des décisions qui, malheureusement, ils vont avoir un poids, ils vont avoir un prix. Toute décision c'est toujours un trade-off. Chaque décision a un prix à prendre. L'important, c'est de comprendre quel est ce prix, de se préparer, de s'armer, de préserver les plus faibles, qui sont les personnes qui vont être déplacées par la transition énergétique, parce qu'ils ont des compétences ne plus adaptées à nos nouvelles sociétés, les personnes qui sont en pauvreté énergétique. En Europe, depuis 40 ou 50 ans, on découvre la pauvreté énergétique. Dans d'autres pays, ils n'ont jamais ils n'ont jamais abandonné la pauvreté énergétique. Eh bien, s'il faut penser à ça, donc c'est à travers une transition juste que nous pourrons faire la transition énergétique. Donc, il faudra tous ensemble travailler. Ça passe par une acceptation, un engagement de la part des pays, de la part des organisations internationales, de la part des régions, des villes, et nous tous comme des individus. Merci. Okay. Look, I agree, and I've listened to both gentlemen now, and yes, there is definitely hope, and yes, I do also agree with Philippe that there is a risk of war, because between both situations, what we're looking at is essentially a situation where we have resource scarcity and the shift in resource requirements. And on the other hand, we also have the historic rivalries between the different forms of governance. And I think what we need to be aware of is, with the climate change, we're definitely going to see massive movements of populations. And with massive movements of populations, we're going to see wars and battles. So they go hand in hand. So if we don't address the issue, Europe being Europe, it's at the center of everything. Human populations move. They tend to move around and into Europe. Europe is open on multiple sides on the borders, which the US has an advantage. It has two oceans which stop people from coming, and it already battles on the southern border with people that they don't want to come. So now let's look at the resources that we need to bring this energy transition into place. And this is, I think, the next focus, because yes, Europe
Europe's view is very different from the rest of the world. If I go to the Middle East and I talk in the Middle East about a shift in power production, the question is usually why? Because we have oil, we're sitting here with it delivered. Why should we change? But again, if we in Europe don't change as one of the major industrial areas, we have another one, which is North America. We'll see how they change in the future. Not my focus. My focus is Europe. Because Europe has always been also the source of innovation. Europe has always come up with new technologies and new ways forward, which have then usually been multiplied by the US or by Asia. But the key innovation in recent history has been out of Europe. And if we look at what we've got for power generation, we have now a multitude of renewable sources, and we have still the fossil fuels that we rely on heavily. Where I would say I diverge slightly from the French view of nuclear is simply because of also climate change. With climate change comes a lack of water, comes a lack of rain, and we have to cool down these nuclear power plants, which are there. We also have a problem with stock. We can't. Where do we stock endless amounts of nuclear waste? And then the final question is, how do we price it? Because, as you rightly said, it's all there's going to be a cost for every transition. And we can price most of the things, but we cannot price endless stocking of nuclear waste. We don't know where to put it. We mostly have no real place to store it. Germany, for example, has been arguing about where to place their nuclear waste final depot for years. I don't want to count how long. And everyone always says not here. I think they've now finally found a location close to the border of the Czech Republic. We'll see if they finally do agree to put it there, because Bavaria has already decided it doesn't like it. So we have all these different aspects that are playing together. And now let's focus on where our natural resources come from for this power transition. If we use nuclear, we're always reliant on external sources, because France has barely any uranium. If we look at Germany, it has a little bit of uranium. The rest of Europe has some uranium, but do we really want to go for uranium if we already have such a lack of resource in it? Because that just changes our reliance. We're basically reliant then on new partners. We might as well be reliant on the Middle East and clean up the production facility. So clean up the power generation plants, centralized power generation, and put filters on. It'll cost us as much too. Okay, we can, and these are not necessarily a view, it's just a points of argument. And then we have, on the other hand, the big problem of storage, which with most of the renewables, we have the peaks and we have the troughs, and we need to try and find a solution for these peaks and troughs. So we can store it in batteries, or we can pump water up into a dam and have it dammed there and then release it when we need it. A concept the Swiss have been looking at, because they've got the mountains, they've got the receding glaciers. They can use that area to store water if they put dams there. We have all these different ways of looking at the energy transition. But the bottom line is we need to have two things for Europe. One is independence. We're not allowed to start replacing one dependency with another, i.e. from Russia to the Middle East to someone in Chile who produces lithium, or someone else who has uranium. We're not advancing. We're just doing the same thing over and over again. So let's have a look at what options we have. And hydrogen is a very good option. It's not being promoted very much at the moment for multiple reasons, but hydrogen is definitely one option that we can use. Spanish power production. Germany can
use hydrogen quite well. They've already expressed an interest in it. Also, if we look at the transition from the cars that we currently drive, it is easier to convert a car that we currently drive with to something using hydrogen, which we've already had packs in the 1980s. I remember cars being provided with liquid hydrogen to power them. So I think we can definitely work on those technologies rather than and be innovative and be daring. Not really European words, but be innovative and daring and progress ahead. Take the risk of looking at new opportunities rather than repeating. And the cost, we're going to face a cost whichever way we go. So we might as well just address it and try and invest it realistically in something positive rather than, and this is where I've been very critical of some governments going around finding other sources of fossil fuels quickly and then getting themselves tied up with those new sources of fossil fuels rather than using the cash already quite proactively to develop new sources of energy. Bonjour à tous, merci de m'accueillir. Comme vous le savez, moi, mon métier, c'est plutôt d'aider des entreprises à se transformer. Et donc, sur les 20 dernières années, j'ai observé dans le domaine de l'énergie un certain nombre de zig et de zag assez phénoménaux et qui donnent un peu l'enjeu et la nature des difficultés qu'on a à résoudre. Je vais en citer quelques-unes comme ça et ça va vous rappeler quelques histoires. Le premier, c'était 2008. Peak oil theory, comme quoi on n'allait plus avoir de pétrole, le pétrole va aller avoir plus de $200 le baril très très vite. Et puis, quelques mois après, enfin quelques années après, ça a été l'explosion du shale oil et du non conventionnel aux États-Unis avec des milliards investis là-dedans qui ont rendu aux États-Unis une capacité de production d'énergie nettement supérieure à ce qu'elles avaient avant, qui a entraîné l'effondrement des cours pétroliers des années 2014, 15, etc., qui finalement, et après on a vécu dans une période d'abondance énergétique sur laquelle tout le monde a oublié le sujet, et on a complètement oublié un détail qu'on a redécouvert récemment, que l'élasticité prix-demande de l'énergie, elle est quasi verticale, parce qu'on ne sait pas s'en passer, du moins on ne sait pas se passer des dernières gouttes, et donc quand il n'y en a pas assez, on en meurt. Ensuite, on est passé par la phase Covid, et puis, je voudrais dire de façon un peu provocante, le téléthon des bêtises qui est sorti post-Covid sur la transition énergétique, qui allait de toutes les grandes banques et les grands investisseurs comme BlackRock qui disaient je financerai plus rien de carboné, ce qui est juste impossible si on fait ça dans 5 ans, on peut aller pédaler pour aller à son travail tous les jours. Ça marche pas parce qu'il faut renouveler les énergies. Donc ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est alors l'hydrogène, oui, c'est une solution, mais c'est la panacée universelle, ça marche pas non plus. Il y a énormément de choses qu'on ne sait pas faire avec une bulle hydrogène. Ça a été le greenwashing avec d'un rapport ESG des entreprises qui était devenu un peu un téléthon, un truc où il fallait tout de suite sortir une trajectoire 2050 qui n'était ni financée, net zéro, ni faisable, ni techniquement prouvée, etc. Et donc ça a été la période de, je dirais, 2020-2021. Et c'est assez drôle parce que j'ai 2 anecdotes 2021 comme ça. Je discutais avec un patron des achats d'une entreprise du CAC 40, dont je tairai le nom, et il me dit, c'est quoi pour toi les sujets importants en ce moment? Je lui dis, tu devrais quand même sérieusement regarder dans tes fournisseurs ceux qui sont très énergie dépendants parce que le marché commence à être compliqué et il se pourrait que ce soit plus compliqué que prévu et que tu aies quelques problèmes de dépendance à résoudre assez rapidement. Puis il me dit, pourtant je regarde, je vois pas, etc. Ça, premier élément assez rigolo. Deuxième, j'ai un ami qui dirige un énergéticien en Europe et qui disait, à ce moment-là, il publie un article en disant, faites attention, vu les capacités qui sont disponibles, etc., si on a un hiver un peu rude, ça risque d'être compliqué. Et ce à quoi j'avais répondu, j'avais dit, il faudrait peut-être qu'on ait un hiver rude pour qu'enfin on comprenne que c'est important et qu'enfin on ne peut pas dire tout et n'importe quoi sur l'énergie, que ce sont, comme disait Marc, des investissements sur des dizaines d'années, des trajectoires sur des dizaines d'années, et on ne peut pas se passer des choses aussi vite sans cohérence dans la trajectoire. Je ne croyais pas avoir autant raison. Là, on sait ce qui s'est passé en 2022. Et là, le coup de balancier est revenu dans l'autre sens. Mais pour la première fois, on a vu les États-Unis bouger. Parce que jusque-là, la transition énergétique aux États-Unis n'existait pas. Tout le monde s'en moquait, même s'il y avait un peu de choses en Californie. Mais d'une manière générale,
il n'y avait aucun investissement avec le fameux Inflation Reduction Act, qui est quand même un mouvement très significatif de centaines de milliards d'investissements pour faire bouger l'économie américaine et structurer finalement la façon dont les gens vont investir aux États-Unis et donc faire revenir des capitaux aux États-Unis pour investir dans l'énergie propre. Et ça, c'est vraiment le grand mouvement. Et le mouvement de balancier, pour moi, quand les États-Unis commencent à bouger, on peut espérer qu'il y ait quelque chose qui se passe qui soit à peu près cohérent, parce que jusque-là, finalement, ils ont toujours inondé le marché de leur mode de vie, finalement, qui est très, très carbone dépendant. Maintenant, il y a quand même, on le voit, 2023, les choses sont en train de se calmer et je ne suis pas aussi optimiste que ça, que les trajectoires soient bien définies pour les années à venir. Parce qu'on voit revenir le rebond du voyage qui est reparti comme avant avec le revenge travel. On voit les prix d'énergie qui sont à la baisse. Donc tous les plans finalement sont moins importants et se retrouvent dépriorisés. On voit tous les grands investisseurs qui avaient tous annoncé en 2020 et 2021, including BlackRock, qui financerait plus le carboné, que tout compte fait, c'était peut-être pas comme ça qu'il fallait le comprendre, etc. Donc on voit qu'en finalement, on est reparti dans un cycle. Et on peut se dire, finalement, est-ce qu'on n'est pas reparti dans un cycle comme dans les années 80, post-Energy Crisis, où les voitures sont redevenues énormes, etc. Donc il y a quand même une capacité d'oubli, et c'est pour ça que je pense que c'est très important ce qu'on va discuter aujourd'hui, qui fait que jusque-là, on n'a pas réussi cette transition énergétique, qui est un échec total et qui ne marche pas sur les dernières années, avec une augmentation de la quantité de carbone produit, qu'on le veuille ou non. On peut regarder tout ce qu'on veut, on ne sait pas la faire pour l'instant. Parce qu'il n'y a pas de cohérence technologique dans les roadmaps, il n'y a pas de cohérence d'investissement et il n'y a pas de cohérence dans les politiques des différents pays. Alors l'Europe, on a parlé du nucléaire, pas du nucléaire, du gaz, pas du gaz, du charbon, pas du charbon. Chaque pays a son point de vue là-dessus, dans un système qui est interdépendant. Et donc je pense que j'espère que le débat aujourd'hui vous donnera quelques clés, mais j'espère aussi que le débat restera aussi présent que ce qu'il a été l'an dernier, parce que c'est finalement la seule façon pour qu'on arrive à réussir cette transition énergétique qui, encore une fois, aujourd'hui, ne fonctionne pas. Et donc, même si les solutions, il y a des brides, mais des brides qui nécessitent des centaines de milliards d'investissements pendant des années. L'exemple de l'hydrogène, pourquoi je dis que ça ne résout pas le problème? Parce qu'il faut scaler la capacité de production de l'hydrogène, qu'aujourd'hui on n'est pas ni les sources d'énergie pour le faire, ni en quantité suffisante pour remplacer de façon, ni les électrolyseurs qui ont la dimension industrielle encore qu'il faut. Donc il faut mettre beaucoup d'argent là-dedans pour y arriver. C'est de l'argent qu'on ne mettra pas ailleurs. C'est de l'argent qu'il faudra payer sur l'inflation, sur ce qu'on dépense. Et donc on ne peut pas dépenser là-dedans et puis dépenser dans construire des centrales nucléaires, et puis dépenser dans démonter des centrales nucléaires, et puis dépenser dans des éoliennes à des endroits où elles n'ont pas d'effet parce qu'on les met juste parce que c'est subventionné. Donc il y a vraiment une absence de logique qui aujourd'hui manque et qui a besoin d'être construite. Merci Florent, et vous l'aurez compris, on est 5 à table et il y a autant de perspectives sur ce sujet d'énergie 2050. Donc voilà, c'est le grand temps, je pense, de commencer à structurer nos idées. Et pour ça, je vous propose d'entrer dans les tables rondes. En commençant avec la table ronde sur le thème, bien sûr, de la géopolitique, voilà, qui nous inquiète tous. Donc je passe la parole à Philippe pour nous introduire cette table ronde. Merci beaucoup. Non, je vais donc reprendre un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Nous sommes à un tournant. Pourquoi nous sommes à un tournant? Je rappelle les éléments que j'ai mentionnés. Nous sommes à un tournant parce que l'humanité entre dans un nouvel âge technologique. Si vous voulez, l'humanité passe par des stades technologiques qui, en quelque sorte, remettent à plat toutes les données fondamentales. Première idée. Deuxième idée, c'est que ces changements technologiques ne bouleversent pas les configurations géopolitiques. Et, incontestablement, il y a des permanences géopolitiques qui sont beaucoup plus fortes. La Russie reste la Russie, la France reste la France. Prenons un exemple, je vais vous prendre deux exemples très importants. Le premier exemple, c'est l'exemple de la Russie. La Russie est
très grand pays, d'une immense culture. C'est un pays qui a toujours raté ses révolutions industrielles. Elle a chaque fois raté ses révolutions industrielles. Aujourd'hui, c'est la même chose. La Russie va être confrontée à ce nouvel âge technologique et probablement elle l'abordera de cette manière lourde, maladroite, à laquelle elle ne parvient pas. Et d'ailleurs, souvent en Russie, ces phases de modernisation se terminent par une révolution. Je vous rappelle le moment de la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, où la Russie décolle de façon extraordinaire, puis elle s'engage dans la guerre avec le Japon, puis dans une guerre, dans la Première Guerre mondiale, et c'est à nouveau la révolution. On pourrait répéter cet échec permanent de la Russie. De même, alors, autre cas un peu différent, les États-Unis. Ce que montrent les États-Unis, c'est une formidable capacité d'adaptation. Et incontestablement, aujourd'hui, les États-Unis restent la première puissance du monde dans tous les domaines. Si vous voulez, tous les chiffres confirment cette formidable puissance américaine, ce formidable dynamisme américain. Là, il y a une question qui se pose, c'est qu'au fond, en dépit de cette capacité de résilience des États-Unis, est-ce que les États-Unis ne sont pas entrés dans une phase de déclin? C'est vrai que les États-Unis se retrouvent confrontés à des problèmes culturels, sociaux, sanitaires, qui conduisent à s'interroger là-dessus. Donc, nous sommes bien à un tournant fondamental, mais ce tournant fondamental ne bouleverse pas les configurations géopolitiques, disons qu'il les exaspère, il les durcit, il les rend de plus en plus aigus. Face à cela, je reviens à nouveau au scénario possible. J'oublie pour un moment la guerre en Russie et en Ukraine. Au fond, quels seraient les scénarios possibles? À un extrême, le scénario noir. Il y a un scénario noir. Ce scénario noir, il est très bien montré par les films de science-fiction. Je pense que certains d'entre vous ont vu des films aussi remarquables que Soleil Vert ou Elysium. Ces films montrent une planète, une Terre, épuisée, ravagée par les hommes, une terre avec des proliférations urbaines colossales. Et c'est un peu la Terre d'aujourd'hui. On voit bien qu'aujourd'hui, sur la Terre, il y a cette espèce de prolifération urbaine colossale. Et cette humanité se divise en deux groupes. D'un côté, une petite élite très riche, super riche et ultra protégée, et de l'autre côté, des masses qui vivent plus ou moins bien. Et je ne résiste pas au plaisir de vous citer le film de Richard Fleischer, Soleil Vert. Le thème du film est le suivant, ça se passe dans l'avenir, la Terre est à nouveau ravagée, détruite, et il y a ce partage entre une petite minorité très privilégiée et des masses qui survivent. Et le film bien sûr a un héros. Le héros est toujours joué d'ailleurs par un grand américain qui est Charlton Heston, qui est le héros américain typique. Et Charlton Heston est le membre d'une élite. Il appartient à la petite élite. Mais il se pose une question. Il se dit, aujourd'hui, comment l'humanité est-elle nourrie? Comment nourrit-on ces masses humaines qui sont là, qui errent? Et cet homme va faire une enquête. Et au bout de l'enquête, il découvre une chose terrible, que en fait, ce que les hommes mangent, c'est du cadavre recyclé. Donc la nourriture qu'absorbent les hommes, c'est un recyclage de cadavres. Donc on voit bien que ce scénario noir, il ne peut pas être exclu. S'il y a une grande guerre, je l'ai évoqué tout à l'heure, est-ce que les hommes respecteront le tabou de ne pas utiliser l'arme nucléaire? Ce n'est pas du tout certain. Mais ce serait une catastrophe. Alors, à l'autre extrême, le scénario rose. Le scénario rose, ce serait que les hommes se montrent raisonnables et rationnels. Et là, on peut tout à fait imaginer une grande conférence internationale où les États se réunissent et mettent au point une charte des Nations Unies rénovée. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, c'est
si vous voulez, si l'humanité est quand même dans une situation très dangereuse, néanmoins, aujourd'hui, si vous voulez, ce qui est frappant, jamais l'humanité n'a disposé d'autant de moyens de destruction, jamais l'humanité n'a disposé d'autant de capacités de destruction d'un côté, mais de l'autre côté, jamais l'humanité n'a disposé d'autant d'instruments de gouvernance rationnelle. Et on peut tout à fait imaginer que les hommes se montrent capables de bâtir enfin cette gouvernance mondiale qui est indispensable, hein, et qui est déjà en germe dans les Nations Unies. Ce sera le scénario rose. Bien évidemment, dans la réalité, ce sera ni rose ni rose. Il y aura le scénario réel, ce sera un mélange de noir et de blanc, de rouge et de rose. Alors, pour ne pas être trop long, je crois que le scénario le plus probable, et ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est probablement d'abord une grande guerre. Il est probable que l'humanité va passer par une grande guerre, et cette grande guerre, aujourd'hui, elle se dessine autour de l'Ukraine et de Taïwan, hein. Et puis elle se dessine autour des rivalités au Moyen-Orient, entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, en Afrique. L'Afrique est un continent extrêmement instable avec des phénomènes. Bien. Et donc, la probabilité d'une grande guerre, elle est considérable. Avec toujours ce problème, premièrement, si cette guerre éclate, est-ce que les hommes maintiendront le tabou des armes les plus violentes? Et deuxièmement, est-ce que finalement les populations vont accepter cette guerre? C'est pas du tout certain. C'est vrai que d'un certain point de vue, il y a un progrès. Le monde n'est plus en 1914 ni même en 1939. Il est en 2023 avec des populations beaucoup plus réticentes. Et si cette grande guerre survient, comme toujours, après, il y aura une grande paix. Je vous rappelle que la Société des Nations est l'enfant de la Première Guerre mondiale, l'Organisation des Nations Unies est l'enfant de la Deuxième Guerre mondiale. Est-ce que nous n'en passerons pas à nouveau par la même chose, la Grande Guerre conduisant enfin à une forme de gouvernance mondiale et l'humanité s'assumant rationnellement? Voilà à peu près le panorama, avec énormément de points d'interrogation. Espérons que les hommes montreront un peu de sagesse et de rationalité, ce qu'ils font parfois. Je pense qu'un des sujets autour de la géostratégie et de la partie géopolitique qui concerne, je pense qu'on a été touché aussi, la situation de ressources. En fait, la transition énergétique nécessite des ressources minéraux différentes des énergies fossiles, très, très différentes. Alors, d'un côté, je pense je vais esquisser des dynamiques. En fait, d'un côté, il y a les énergies fossiles, vous connaissez, il y a l'Organisation mondiale des pays producteurs du pétrole. Ça n'existait pas une organisation équivalente pour le gaz naturel. Et de l'autre côté, on a les minéraux stratégiques pour la transition énergétique, qui sont le lithium, le cobalt, le cuivre, le nickel, les terres rares, etc., etc. Alors, nous, on connaît assez bien, je pense que Florent a parlé de la théorie de peak oil, que ça fait depuis les années 70 qu'on parle de la théorie de peak oil et on n'arrive jamais à identifier le moment dans lequel on passe, on achève justement le pic de la disponibilité de pétrole. Même chose le charbon, et même chose pour le gaz. Alors, en ce qui concerne, pourquoi c'est important de comprendre la dislocation que la transition énergétique nécessite d'un point de vue des ressources sous-jacentes. Parce qu'on connaît bien, le charbon, c'est présent à peu près d'une façon très distribuée dans le monde. Le gaz et le pétrole, moins. Le pétrole, surtout, de façon un peu particulière. Par contre, de l'autre côté, on a les minéraux que je vous ai mentionnés d'abord, dans lesquels aujourd'hui sont considérés des minéraux critiques pour la transition énergétique. Mais critiques parce qu'en fait, on ne sait pas très bien
combien de ces minéraux existent. Au-delà du cuivre, que c'est un minéraux qu'on connaît très bien, et que les autres, en fait, on les considère aujourd'hui, la connaissance qu'on a de la disponibilité de ces matériaux est assez insuffisante pour comprendre exactement quel va être l'impact de la transition énergétique et ça aussi sur les équilibres géostratégiques. Pour vous donner un exemple, en fait, un véhicule électrique nécessite environ une cinquantaine de minéraux critiques. Un véhicule thermique équivalent, 6. Donc, il y a une différence énorme. Les éoliennes nécessitent une quantité de minéraux critiques telle que beaucoup supérieure à toute technologie thermique qui utilise les combustibles fossiles. Mais il y a une différence, hein, parce que le combustible, il faut faire une différence importante. Les combustibles fossiles, une fois brûlés, une fois utilisés pour la production d'énergie, cessent d'exister. Les minéraux critiques, non. Les minéraux critiques sont utilisés pour construire des équipements. Et donc, ils ont une vie économique, une vie technologique, qu'on peut après recycler, etc. Donc, il y a des aspects, il faut distinguer entre les deux choses. Mais c'est certain que ça va impliquer des changements géostratégiques importants. Le Moyen-Orient, on sait que c'est très riche en combustibles fossiles. Il se pose déjà la question de la transition. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on deviendra une fois que les combustibles fossiles seront moins, disons, moins utilisés? Et ça sera dans un futur longtemps. Moi, je suis tout à fait d'accord avec Florent. On va continuer. Aujourd'hui, environ 85% de notre consommation énergétique, donc pas l'électricité, toute l'énergie confondue qu'on utilise, que je vous rappelle, sans énergie, il n'y a pas de société. Sans énergie, on n'a pas des systèmes, des sociétés complexes et des systèmes vivants tels qu'on existe nous. Imaginez-vous, je ne sais pas si vous vous rappelez qu'est-ce qui s'est passé quand il y a eu les blackouts à New York dans les années 70. Eh c'était revenir en arrière de 300, 400 ans, 500 ans. Et là, c'est complètement différent. C'est le système sociétal qui s'éproule. Donc, je vous disais, 85% de notre consommation énergétique, c'est basé sur le carburant, les combustibles fossiles, le gaz, le pétrole, le charbon, etc. Seulement 15%, ça inclut le nucléaire, que ce n'est pas une énergie renouvelable, c'est une énergie décarbonée, parce qu'ils ne produisent pas dans l'utilisation du nucléaire du CO2, et les énergies renouvelables, en particulier l'hydroélectrique, et après les nouvelles technologies qu'on vient de mentionner. Donc, on est loin de voir passer dans nos besoins vers un système qui n'utilise pas des combustibles fossiles. Et cette pourcentage, elle est à peu près, il n'a pas changé énormément depuis 20 ans. Mais par contre, depuis 20 ans, ce qui s'est passé, c'est que la consommation absolue d'énergie, elle a augmenté de 3 fois, je pense. Donc, vous imaginez 85% d'un tiers, ce n'est pas la même chose que 85% d'une unité entière à niveau mondial en termes d'émissions de CO2, de l'impact de ces émissions de CO2. Parce que, en fait, c'est prouvé depuis les années 70. Maintenant, vous avez vu tous dans la presse, Shell, elle a dû admettre que déjà dans les années 70, ils avaient prévu très bien des courbes. La relation mathématique entre la courbe d'émission de CO2 et la courbe d'augmentation de la température moyenne du monde. Donc, on est loin d'avoir entamé la transition énergétique. Je vous rappelle, ça, c'est la troisième. On devrait entamer la troisième transition énergétique. Avant, on utilisait la biomasse. Jusqu'il y a 100, 150 ans, c'était la biomasse. C'était le bois, c'était qu'on utilisait pendant tout ce siècle. Vous avez vu l'essor économique pendant l'utilisation de la biomasse. On a la fenêtre des 100, 150 ans, que c'est la révolution industrielle, l'explosion de notre condition de vie matérielle, la complexification de nos sociétés, l'augmentation vertigineuse de la population. Tout ça, c'est arrivé grâce à l'utilisation de combustibles fossiles. Et la deuxième transition, on doit entamer la troisième transition qui nécessairement nécessite aussi un changement de pensée, un changement d'organisation de notre société. Alors, je vous disais, l'impact, les matériaux critiques, aujourd'hui, en réalité,
il faut distinguer, parce que beaucoup dans la presse, vous avez lu, l'Union européenne, elle a sorti sa première, récemment, il y a une vingtaine de jours, une dizaine, 2 semaines, son premier acte, c'est un peu à l'américaine, c'est la première fois de l'histoire aussi de l'Union européenne qu'on sort un acte, au-delà d'une réglementation, une directive, c'est un acte sur les matériaux critiques. Pourquoi? Parce que, comme c'était correctement dit, l'Union européenne, l'Europe en particulier, pardon, dépend énormément de certains matériaux pour cette transition énergétique. En fait, nous, on produit moins de 3% de ce qu'on a de nos besoins en matériaux critiques. On apporte tout le reste de l'étranger. Il a fixé des objectifs assez ambitieux, mais pas assez ambitieux pour nous garantir l'autonomie quand même dans ce domaine-là. Mais c'est parce qu'on ne connaît pas très bien exactement non plus la teneur de nos ressources minéraires existantes. Mais le vrai problème, ce n'est pas tellement la présence ou la disposition des ressources et des réserves de ces minéraux, mettons la capacité de processing, d'utilisation, la capacité industrielle de ces matériaux, qui est concentrée en Chine. 85% des terres rares sont utilisés en Chine et donc après sont exportés. Donc c'est ça le vrai problème autour de la transition énergétique. On a commencé à dire, et ça c'est un mythe, je pense qu'il faut clarifier. En fait, on ne connaît pas très bien les teneurs de ces minéraux, simplement parce jusqu'à il y a 10 ans, personne ne le recherchait. Si vous parlez avec les services minéraires et géologiques des États, eux, ils ne cherchaient pas. Les sociétés les minéraires du monde ne considéraient pas ça comme des minéraux, d'ailleurs, c'est des minéraux, pour la plupart, c'est des minéraux qui s'appellent companions. C'est des minéraux qui s'accompagnent à d'autres minéraux plus importants. Par exemple, le cuivre, le charbon. Donc, on exploite des mines pour le cuivre et pour le charbon. Et dans tout le mine waste, donc dans tous les déchets minéraires, qui sont très riches en ces éléments, mais comme ils n'avaient pas de valeur économique, pas de valeur stratégique, ils étaient rejetés. Donc, il y a des quantités énormes de ces minéraux, seulement on n'est pas capable d'estimer. Donc, la vraie situation, ce n'est pas la disponibilité de ces minéraux, mais c'est la capacité à les extraire et à les utiliser, à les procéder, à les utiliser d'une façon économique. Alors, l'enjeu, c'est un enjeu économique. Ce n'est pas un enjeu de disponibilité des matières premières. Donc, déjà, ça, il faut le dire parce que on lit beaucoup, on dit la transition énergétique n'aura pas lieu parce qu'on n'a pas assez de lithium, on n'a pas assez de cobalt, on n'a pas assez de manganèse, on n'a pas assez de terres rares, etc., etc. En fait, on ne le sait pas vraiment. On ne peut pas dire avec certitude qu'il n'y a pas assez de ces matériaux pour la transition énergétique, pour les besoins qu'on a dans la transition énergétique. D'ailleurs, quand on parle de transition énergétique, on oublie aussi que la défense, c'est un secteur qui utilise de façon immense ces matériaux, mais on n'a aucune statistique de combien de ces matériaux. Les missiles, on parle de l'Ukraine, on parle de tout ça, ils utilisent énormément de tous ces matériaux. Donc, en réalité, on ne sait pas ça. C'est ce qu'on sait, c'est que la capacité de raffinage, la capacité de procéder, les processus de ces minéraux est très concentré sur très peu de pays, et en particulier sur la Chine. Quand on parle, faisons attention, je crois que c'est toi qui as parlé, Farid, de ne pas passer de la dépendance du gaz russe à la dépendance du matériau critique raffiné en Chine, c'est tout à fait vrai, c'est ça. C'est ce qui est enfin, et d'une certaine façon, il a créé, c'était les moteurs pour l'IRA, c'était le moteur pour les actions qui aussi on a entamé en Europe. Pourquoi? Parce que la diversification de sources, c'est un élément fondamental pour garantir la stabilité des marchés. En fait, il faut pas. Mais ça, c'est partout, c'est vrai partout. Hein, c'est dans les marchés alimentaires aussi. Vous regardez l'impact qu'il a eu la guerre d'Ukraine sur certaines commodities dans lesquelles la Russie et l'Ukraine sont des exportateurs importants. Donc, la diversification, c'est important dans ce moment-là. Donc, ça c'est un risque géostratégique que les gens, que les gouvernements, les pays parlent d'un risque stratégique, mais en fait, ce n'est pas vraiment un risque stratégique, c'est un vrai risque économique parce que c'est une question économique. Le coût, combien c'est le coût d'aller récupérer ces ressources et les rendre disponibles pour la transition énergétique, et on revient à nouveau au thème de Florent, de l'inflation des prix de l'énergie et de l'impact qu'il y aura, ces aspects sur la transition énergétique.
Je voulais rajouter sur les aspects géopolitiques, parce que c'est finalement aussi ce qu'on a observé récemment et qui est très lié à ces problématiques de minéraux, mais pas que. C'est finalement, il y a une dizaine d'années, pareil, les grandes entreprises, finalement, c'était la théorie de la mondialisation pour tout, les frontières n'existaient plus, etc. Aujourd'hui, l'agenda de quasiment tout groupe sérieux, c'est quels sont mes risques géopolitiques, comment je suis moins dépendant de telle ou telle plaque, avec clairement une plaque américaine qui se dessine comme étant le cœur important pour tout le monde. Une question mark sur qu'est-ce que je fais de la Chine, est-ce que je continue à y investir, est-ce que je continue pas, est-ce que j'y mets des moyens ou pas. Mais c'est quand même un bon marché, il y a quand même beaucoup de choses en Chine, j'ai pas envie de me fâcher avec eux. Et curieusement, par contre, je pense que pour nous, c'est là où, encore une fois, la question énergétique est importante, un désamour pour l'Europe qui est de plus en plus fort parce que notamment pas compétitif énergétiquement, donc pas positionné comme une plaque d'avenir et donc pas une priorité d'investissement. Et c'est là où la partie transition énergétique devient importante pour l'Europe parce que c'est peut-être une chance de redevenir et de pas accélérer son déclin au prorata des autres, évidemment, mais concrètement, aujourd'hui, la plaque européenne intéresse de moins en moins les investisseurs parce que on se dit, ah bah oui, il n'y a pas d'énergie, il y a pas le coût est cher, c'est compliqué, il y a les Russes à côté en plus maintenant qui risquent de nous faire peur. Donc c'est là que je me dis que la géopolitique devient un axe très important d'investissement pour la plupart des entreprises, avec vraiment au moins deux mondes qui se dessinent et toute une reconfiguration des supply chains, des équilibres, des investissements pour essayer de se désynchroniser, non pas d'abandonner des plaques, mais de dire j'ai des écosystèmes qui sont dépendants et qui ne seront pas vulnérables en cas de crise, comme on disait, potentiellement de ban, de sanctions, d'augmentation de sanctions ou d'isolement de tel ou tel pays par tel écosystème financier. Et, on l'a vu notamment ce dernier temps sur la partie chinoise, il y a eu de plus en plus de restrictions d'importation qui commencent à poser des effets qui sont aussi, on parle d'inflation, qui sont aussi très importants dans les effets d'inflation. Les fameuses pénuries de semi-conducteurs sont partiellement liées à des contraintes qui ont été mises sur des exportations de semi-conducteurs. Et on va retrouver les mêmes phénomènes justement sur toutes les matériaux rares, mais surtout sur tous les composants de la chaîne énergétique. But well, I'd like to get back to one point you made, and that is both of you made, and that is always the pricing, and it's always the economics. And yes, the oil price will always fluctuate, will always go up and down. The biggest problem we have at the moment is the lack of will to invest long term into a project. We have an investment horizon of the best part of 4 to 5 years. If a project by that time doesn't break even or make any money, then we have a problem because most investors will walk away, banks won't finance it, etc., etc. And you'll come to that probably on the finance round. But ultimately, geopolitically, what is the cost of being reliant on one country? Germany has just paid that bill because it was overly reliant on one supplier, and we need to always watch out on the geopolitical side that we diversify it as much as possible and try to bring in as much as possible onto the continent to what I would call family rather than friends. So the family is Europe, and the family is the one. If we can do something within Europe to generate a power, to store power, to do anything around power, it may be more expensive on the short term, but geopolitically and for independence of Europe, it's much more important because if we're always reliant to an excess on foreign trade or bringing it from somewhere else, we've seen the problems in the past, and we can see it again. Also, my big fear with a centralized like nuclear power production is that what we've seen in Ukraine now, it makes us extremely vulnerable to an attack. We don't have to think of an attack being a national attack like Russia. We can just think of it as an attack from some extremist group who wants to make a point, or from nature, from changes in the environment. Therefore, we need to also think beyond just the finances. If we just looked at the finances on the short term, then we'd never have a tube in London because the Victorians would have said,
why am I investing this? We wouldn't have a sewage system in London because no one would have wanted to invest in the sewage system. What for? We can move on. So we need to also sometimes think, okay, this needs to go beyond the 4 to 5 year limit. We need to think beyond political limits, which are also usually 4 to 5 years, unfortunately. Economic ones are usually 4 to 5 years. We need to have take a longer view on things. And yes, it may cost us a lot now, but it may give us good dividends in the future. Now, the question is always who's going to pay? And that has always been the problem all along. So we also need to factor in, and you'll probably get onto that in the finance round, how we price petrol and how we price the remediation of it, how we price nuclear and how we price the remediation of the problems there. So it's a balancing act, and being geopolitically independent and more sustainable has a price, like everything else. Je crois qu'on est d'accord, on est d'accord sur ce point. Je pense que la guerre en Ukraine a fait réaliser au monde l'importance de l'autonomie énergétique. Il y a le trilemme dans l'énergie, il y a le trilemme entre l'énergie et la sécurité énergétique. Le concept de la résilience énergétique passe par un trilemme, que c'est la sécurité énergétique, affordability de l'énergie, de la capacité de payer un prix abordable, l'abordabilité de l'énergie, et le troisième, c'est la durabilité dans le temps. Alors, ces trois éléments de la résilience énergétique, généralement, sont en contraste entre eux. C'est le fameux, c'est le fameux système d'équations qu'on essaie, on trouve les solutions pour deux, mais c'est toujours au dépit du troisième. Alors, si on regarde la durabilité, peut-être alors, c'est pas la question de l'affordability aujourd'hui, de l'abordabilité des prix si on regarde la sécurité de l'énergie, alors peut-être c'est pas l'autre. Je pense que les États, et surtout l'Europe, parce qu'il faut distinguer entre l'Europe et le reste du monde, parce que je pense que les États-Unis, la clarté de l'autonomie énergétique aux États-Unis avec la découverte des shale oil, ça a bouleversé complètement les équilibres mondiaux. Alors, l'Europe s'est rendu compte d'être dépendante énergétiquement, mais pas seulement de la Russie. Aujourd'hui, on est dépendant du gaz liquide américain. Parce si vous regardez les statistiques, c'est clair, on a substitué le gaz russe avec le LNG américain. Qu'est-ce que ça crée? Ça crée que les autres pays émergents, le Bangladesh, le Pakistan, etc., qui payaient le LNG, qui achetaient le LNG pas cher, ils ne peuvent plus l'acheter. Donc, nous, on a déplacé le problème de la sécurité énergétique sur les autres pays, en fait, sur les pays qui n'ont pas les moyens d'arriver à l'abordabilité du prix de l'énergie. Donc, c'est toujours une question de prix, effectivement. Hein. Il n'y a pas beaucoup de monde qui peut payer 500 € un mégawatt d'électricité, hein, avec des conséquences qu'on connaît très bien. Mais c'est ce que je veux dire. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus que ça passe aussi, la résilience et la transition énergétique passe aussi par devenir plus autonome d'un point de vue énergétique. Et ça, il y a le grand thème entre énergie centralisée, énergie décentralisée, par exemple, entre technologies centralisantes comme l'énergie nucléaire, même si on parle des petits réacteurs, et des énergies, des solutions technologiques d'énergie décentralisée comme le solaire ou l'éolien à un certain moment. Moi, je pense que tout à fait vrai. Il faut considérer qu'aujourd'hui, le prix du pétrole ou le prix de l'énergie ne tient pas du tout en compte les externalités négatives. Hein. Je vous rappelle que oui, au ETS, la tonne de CO2 coûte 100 € sur l'ETS, mais c'est un système, c'est un marché qui ne représente pas du tout la totalité des émissions énergétiques européennes, mais encore moins mondiales. Donc, on n'a pas du tout, nos marchés ne sont pas capables de prendre en considération le vrai prix de l'énergie qui inclut aussi donc les externalités négatives comme les externalités positives. Toi, tu parlais de le tube Victoria, etc. Ben, on ne tient pas en considération, mais non plus les aspects des externalités négatives. Juste pour rajouter, donc je crois qu'on est tout d'accord sur tous les points là, mais je crois qu'on est vraiment
on est très bien en analysant tous ces problèmes-là. Je crois qu'on est très mal en tirant des conclusions, en fait. Donc, si je me rappelle bien de mon époque à la Commission européenne, déjà en 2009, en fait, on parlait des milliards d'euros, en fait, qu'on pouvait sauvegarder en se défossilisant, etc. Rien n'est marché. On avait l'Union de l'énergie de Jean-Claude Juncker, poussée par les Polonais. À l'époque, on disait, bon, peut-être le gouvernement polonais est un peu paranoïque, mais bon, voilà, sécurité énergétique, ça peut pas nuire. Mais on n'a pas vraiment développé. Donc, vraiment, probablement, c'est le moment de tirer aussi des conclusions de toutes nos analyses-là. Je vais m'arrêter là parce que je pense que c'est le grand temps aussi d'ouvrir le podium à vos questions. Donc, soyez les bienvenus à poser des questions. Pas encore. Allô? Oui. Oui, maintenant. Dans le cadre de cette grande tension géopolitique, il est évident qu'un certain nombre d'échanges doivent évoluer. La capacité hydroélectrique en Afrique, dans certains pays, est très importante. Est-ce que ce serait intelligent d'imaginer importer de l'hydrogène vert d'Afrique en Europe? Le problème aujourd'hui, c'est que l'hydrogène vert est à peu près 4 fois trop cher par rapport à ce que il faudrait que ce soit pour que ce soit économiquement utilisable. Donc, on a quand même même si la technologie existe, il y a à peu près la moitié de l'écart qui est lié à la technologie des hydrolyseurs qui n'est pas encore à la maturité qu'il faudrait obtenir, et l'autre moitié qui est liée au coût de l'énergie. Donc, en fait, si on produit de l'hydrogène aujourd'hui, avec les technos actuels, qu'on le transporte jusque chez nous on arriverait, ça ferait comme avoir de l'essence à 8 € le litre à peu près dans son réservoir. Donc c'est tout le paradoxe de l'hydrogène, c'est qu'aujourd'hui, l'hydrogène vert, c'est un bon concept, mais économiquement, ça n'a pas de matérialité. Et c'est la voiture à hydrogène, vous disiez effectivement, ça fonctionne très bien, mais c'est pas économiquement viable sans être complètement subventionné. Donc c'est pour ça qu'on parlait de la cohérence des investissements dans l'hydrogène. Si on a une trajectoire, une cohérence d'investissement, et notamment dans les électrolyseurs qui sont une des techno-clés, et qu'on construit ces fameux gigafactories, qu'on arrive à des économies d'échelle et des efficacités d'échelle qu'on devrait avoir, peut-être qu'on peut y arriver, et il faut ensuite effectivement utiliser de l'énergie pas chère, verte, qui sera forcément produite au sud et pas au nord, et donc qui nous rendra dépendants du sud, qu'on le veuille ou non, parce que le soleil, il n'y en a pas suffisamment en Europe du Nord, ni même en France. Le vent, il n'est pas assez régulier. Et de toute façon, la place du renouvelable, l'empreinte sur le sol du renouvelable, elle est monstrueuse. Je crois que si on supprime une centrale nucléaire, c'est 15% de la surface française en panneaux solaires. Donc c'est juste, il n'y a que dans les déserts et dans ces zones-là qu'on peut aller le mettre. Et donc il reste quand même ce défi qu'on n'a pas tout à fait imaginé, c'est l'empreinte immobilière du renouvelable qui va être en compétition avec l'immobilier qui déjà dans notre territoire européen est bien contraint. Voilà pourquoi l'hydrogène n'est pas une solution, mais ce n'est pas la panacée à tous nos problèmes. C'est un des éléments du cocktail qu'il faut avoir, mais ce n'est pas du tout le seul élément qui résoudra nos problèmes. Et c'est la grande erreur qui a été faite dans l'amalgame politique ces derniers temps. Je dirais en fait, comme le disait Florence, c'est vraiment un puzzle en fait. Il y a une petite pièce de puzzle, ça sera l'hydrogène. Ceci dit, il y a pas mal de coopération en fait déjà entre l'Europe et l'Afrique là-dessus, parce qu'on sait très bien, enfin, toutes les études de l'Europe montrent qu'en fait, l'Europe peut juste produire au maximum un tiers des besoins en hydrogène. Donc forcément, on va chercher les partenariats, et c'est déjà le cas déjà avec l'Afrique du Nord, l'Égypte, le Maroc, etc. Donc oui, niveau recherche, je crois qu'il y a bien une place là-dessus. Mais vas-y. En fait, on en parlera après à la table technologique, plus du rôle potentiel de l'hydrogène. En fait, c'était certainement un des sujets, donc on en parlera un peu plus là-bas, parce que je suis tout à fait d'accord. En fait, l'hydrogène, c'est présenté comme la panacée, comme la solution de tout, mais en fait, il a un rôle à jouer, mais la transition énergétique ne passera pas par une solution unique. Il passera par une pléthore de solutions. Bon, voilà. Pas de problème. Non, soyez les bienvenus d'ailleurs. Oui. Allez-y, monsieur. Oui, merci. Vous m'entendez?
Oui, Oui. oui, j'ai été surpris qu'on parle de transition énergétique depuis quand même un moment maintenant et qu'on ne fasse pas de différence importante entre les énergies alternatives et les énergies permanentes, parce que ça reste quand même un problème majeur. On peut avoir des éoliennes et des photovoltaïques, mais si on n'a pas une énergie permanente en parallèle, ça ne fonctionne pas. Donc, quelle est l'énergie permanente qui va permettre d'alimenter toute l'Europe en ayant cette indépendance énergétique? Tout à fait, c'est un autre des éléments qu'on allait aborder dans la table ronde technologique. Vous souhaitez, peut-être on fait les questions à la fin, Marc. Justement, c'était le mot d'ordre. Restez après la pause. On va continuer avec ça. Lors de la conférence, c'était technologie, économie et géopolitique, parce que géopolitique, c'est les grands systèmes du monde. Mais à cause des contraintes d'agenda, on a inversé l'ordre. Donc, c'est pour ça, soyez pas. On va aborder les thèmes technologiques aussi. Promis. Il y a d'autres questions. Merci. Merci pour votre intervention. Donc, je voulais résumer quelques questions qui, pour moi, n'étaient pas complètement répondues dans la géopolitique. Donc, je vais aller très rapidement, en fait. Aujourd'hui, la vision, c'est qu'on a un modèle, et je l'entends encore dans ce que vous dites, hein, de croissance économique mondiale, qui est la vision partagée et dominante, avec une aspiration encore plus grande pour les puissances, pour les pays en voie de développement, que pour les puissances en voie donc déjà bien établies avec un niveau de vie et pour rattraper en fait leur PIB par capita. On sait aussi, je crois que Yann de vous a mentionné, que le GDP mondial est directement linéaire avec la consommation énergétique. Et on sait que les problèmes de climat et de réchauffement sont liés directement aux émissions de carbone. Même d'ailleurs à l'intégrale en fait des émissions de carbone, donc cumulatif. Quand je vous entends parler, je vois trois types d'énergie, et je mets des guillemets verbalement les sources sales qui émettent du carbone, voilà. Les sources grises qui émettent pas de carbone, mais qui en émettent pour créer les infrastructures, pour les produire. Vous avez mentionné souvent par investissement. Vous assurez où on entend gros investissements, comprendre énergie, comprendre sûrement carbone pour extraire les minéraux rares, et sûrement carbone pour produire les machines, hein, voilà. Et les sources propres dont on vient de parler, là, qu'on essaye de trouver ensemble, qui émettent ni à la création, ni à la production, quoi. Les croissances aussi sur les 30 dernières années, vous avez mentionné, sont exponentielles. Vous parlez de 300% sur 20 ans. Donc, on n'est plus dans une logique linéaire, on est dans une logique explosive. Un peu. Donc, ma question, en fait, est deux. Une question positive et une question inquiétante. La première, c'est comment arriver à un accord respecté entre les pays pour se concentrer sur une croissance sur les énergies propres. Et donc là, avec tout ce que j'ai mentionné avant, hein, les pays pauvres qui ne peuvent pas se payer le mégawatt voilà, au prix qu'il faudrait. Et l'autre, quel risque entre les pays qui ne les respectent pas, quel risque géopolitique, parce que si on n'arrive pas justement à atteindre sa croissance, comment voyez-vous le futur? Et je parlais de tension et pas juste de compétitivité économique, quoi. Avec une question qui est-ce que le temps de la diplomatie, qui est clairement le temps accepté aujourd'hui, hein, est-ce qu'on a encore le temps de la diplomatie par rapport aux objectifs de 2030 voilà. Je peux formuler un point de vue assez provoquant, mais je pense que, vous l'avez dit, il n'y aura pas d'accord entre les pays. Je pense que Glasgow était la grande preuve que ça ne marche pas. Enfin, le temps de la diplomatie ne marche pas. C'est quasi irréconciliable la position de l'Inde et des États-Unis. C'est juste pas possible entre un pays qui a 700, 800 millions de personnes qui meurent de faim ou ne survivent pas tant que ça, parce que quand on va en Inde, on les voit quand même, hein,
et une population qui est gavée, qui gaspille de l'énergie, mettant de la clim à 18 degrés quand il fait 40 dehors. Donc, il y a forcément des points de départ qui sont irréconciliables et qui ne peuvent se faire que par des transferts d'argent des pays riches qui vivent probablement au dos des autres depuis très longtemps avec un système comme ça, et qui devraient réduire leur train de vie pour financer la transition dans les autres pays. Donc ça ne marchera pas. Donc ça peut être que par friction. Et je pense que je pense que les différentes COP l'ont montré, elles ne marchent pas. Enfin, je pense qu'on peut dire qu'elles ont apporté quelque chose aujourd'hui. Elles n'ont pas infléchi la tendance, elles n'ont pas obtenu l'accord et elles n'ont pas réussi à aligner les pays sur une trajectoire. Donc la seule chance qu'on peut avoir, c'est finalement que les pays qui sont les leaders du pacte de la consommation, de l'énergie, de la pollution, par leur investissement et parce qu'ils en voient comme une priorité pour eux-mêmes et une condition de survie pour eux-mêmes, arrivent du coup à développer et à faire mûrir les technologies pour que ce soit suffisamment abordable pour les autres. Mais je pense que le champ, il est plutôt... C'est pour ça que je dis que le pivoting point, c'est l'ARE aux États-Unis. C'est-à-dire que les États-Unis ayant décidé de s'y mettre, il y a peut-être une chance qu'il se passe quelque chose. Mais je dirais que quand on va aux États-Unis, on se dit ça ne sert à rien d'économiser en France tant qu'ils continuent à gaspiller comme ils gaspillent. Il faut que les États-Unis, la Chine, dans une moindre mesure, basculent dans une économie plus propre pour qu'il y ait une chance que ce soit une économie de masse. De mon rôle, je suis obligé de dire que le temps de la diplomatie n'est pas fini, mais j'y crois aussi. Hein. Ce n'est pas seulement question que je suis obligé, mais j'y crois aussi. D'autant plus que le temps de la diplomatie, au contraire. Mais la diplomatie, il faut pas. Moi, je suis d'accord avec Florent, les COP n'ont pas enrayé, on est à la 28e hein, cette année, on n'a pas enrayé, inversé la tendance. Ceci dit, il y a, par rapport à COP différentes, il y a une prise de conscience, je pense, à niveau surtout des pays plus développés. Alors, il faut rappeler une chose aussi, hein, parce que nous, on a le regard des Occidentaux sous le thème de la transition énergétique. Je vous rappelle que le réchauffement climatique est lié à la quantité de carbone, de CO2 dans l'atmosphère. Le cycle de vie de la CO2, c'est à peu près 1000 ans. Le méthane, c'est aussi un gaz, mais il se transforme, etc. On va pas. Mais grosso modo, donc c'est 100 ans, 150 ans d'émissions de CO2 qui sont dans l'atmosphère, qui créent le changement climatique maintenant. Même si aujourd'hui on arrête les émissions de CO2, le changement climatique continuera pour les prochaines décennies. À cause de ce que nous, on a émis, nos sociétés, ils ont émis dans les derniers 150 ans. C'est comme ça que le reste du monde regarde la transition énergétique. Hein. Ça, c'est un point important qu'il faut que nous, on comprend ici, dans nos pays. Le reste du monde, il regarde et dit, mais moi, l'Afrique est responsable de 1% du stock de CO2 dans l'atmosphère. 1%. Donc, quand on dit la transition énergétique aux Africains, ils ne comprennent pas. Ils disent, c'est quoi? Pourquoi je dois payer le prix de la transition énergétique, le prix du changement climatique, quand je n'ai pas eu les bénéfices, que nous, on a eu ce bénéfice. Donc, le temps de la diplomatie est d'autant plus important à niveau de la compréhension de qu'est-ce que c'est la transition énergétique et de qui paye le prix de la transition énergétique. Je suis désolé de le dire, mais nous, on a un devoir moral de haut de nos richesses, de notre société, de comprendre que les autres, que le reste du monde, qui en est quand même, combien, 85%, 80% de la population, ne voit pas les choses comme le voient nous. Donc, Laurent, il a tout à fait d'accord, il a tout à fait raison. La solution, nous sommes à la cause du problème, la solution viendra de chez nous. Parce qu'on ne peut pas demander aux autres de rester pauvres. On ne peut pas demander aux Africains de ne pas consommer. Et nous, on regarde la télé, etc. Donc, rappelons-nous de ça. Donc, nous, on doit mettre en place les investissements nécessaires pour trouver les solutions technologiques et les investissements, les colossaux, les capitaux colossaux nécessaires pour la transition énergétique, nôtre, tout d'abord, et c'est des autres aussi. Comme on a fait pour les portables, eux aussi ils peuvent. Hein, ils ne sont pas passés par la ligne fixe du téléphone. Eux aussi, ils doivent faire ces transitions énergétiques. Mais ça, ces transitions énergétiques, ça va être fait avec notre support. Sans le support des pays développés, ça ne va être pas possible. Et donc, c'est là
La diplomatie, c'est là qu'elle joue un rôle fondamental. Donc, le mécanisme de négociation internationale et mondiale des accords climatiques doit changer. Comme ça, comme aussi l'architecture financière internationale doit changer. Doit changer pour comprendre cette diversité de perspectives, cette diversité de mentalités. Je vais juste rajouter quelque chose, si vous me permettez. Je pense qu'on m'entend, hein. La diplomatie, dans un temps géopolitique extrêmement dangereux, est excessivement importante. Et que je rebondis sur ce que vous dites, Dario. En effet, pour expliquer et faire partager cette inquiétude de transition énergétique au Sud, disons le Grand Sud, il nous faut au contraire structurer des financements publics internationaux de très, très grande dimension pour arriver à les faire entrer vraiment dans le développement par l'accès à l'énergie. Parce qu'en effet, il n'y a pas de vie et il n'y a pas de société sans énergie. Donc, au contraire, les politiques publiques internationales, les grandes instances internationales, et ce que disait M. Moreau-Desforges, c'est-à-dire, en effet, une meilleure gouvernance encore plus structurée au niveau international et l'engagement de politiques publiques financières très importantes sont peut-être la seule clé pour éviter un embrasement considérable. Donc d'abord, monsieur. Allô? Oui. Oui. Donc, je voulais vous remercier pour cet exposé rationnel, réaliste, intéressant, qui ramène un peu la réalité. J'entends que vous dites, oui, bah, on sait ce qu'il faut faire, il faut des financements, il faut des investissements, etc. Ma première question, c'est, OK, mais comment, puisqu'on ne l'a pas fait jusqu'à présent? Et puis la deuxième question, c'est est-ce qu'il y a une note d'espoir quand même là-dedans? Parce que tout me semble plutôt assez pessimiste. Peut-être on va collectionner des questions pour. Je crois que c'était d'abord Et monsieur. pour rebondir sur la question précédente, est-ce que cela ne peut pas passer par des organismes internationaux? Alors, je pense par exemple, on a la BR2 au niveau international. Pourquoi pas avoir l'équivalent sur le plan climatique ou une instance des Nations Unies? On a l'instance qui s'occupe bien évidemment de l'agriculture, tout le monde la connaît, aussi donc différents organismes, l'UNICEF par exemple pour les réfugiés. Donc il y a différents organismes qui existent au niveau de l'ONU. Est-ce qu'on peut faire la même chose? Est-ce que ça paraît réaliste de faire la même chose et de transposer un peu ces modes de fonctionnement, mais bon, en les adaptant pour notamment accélérer et donc les transitions et permettre les financements? Donc, monsieur. Oui, je pense que ma question est un peu complémentaire. On parle de réduire, enfin, on cherche des pistes pour réduire la consommation d'énergie. Est-ce qu'il ne faut pas qu'on aborde le problème de l'augmentation de la population mondiale ou du contrôle de l'augmentation de la population mondiale? Oui. Enfin, d'abord, Hein? peut-être pour la question économique, si je peux me permettre, on aura la table économie, donc on va aborder ce sujet-là, comment mobiliser les finances, mais justement pour avancer, c'est clair que les sommes d'investissement seront énormes et seront pas possibles d'être mobilisées juste par des budgets publics, même si on se met ensemble, même au niveau international, ONU, etc. Donc, il faut trouver des autres solutions, comment mobiliser aussi le secteur privé avec des solutions adéquates et solutions innovatrices. Mais on va aborder ça plus tard. Donc, si je peux me permettre de vous faire patienter, ça aidera. Juste pour, en fait, c'est une question de gouvernance. C'est pas vraiment une question financière, hein, c'est une question de gouvernance. Parce que question financière, ça veut dire avoir les instruments et les capitaux. Ils sont là, ils existent. Hein. Les solutions de financement et les solutions et les capitaux disponibles, ils sont là, ils sont colossaux, etc. Mais ça existe. Hein. C'est une question de gouvernance. Et alors, sur les questions des organisations internationales, alors il y a deux grands dynamiques en cours. La première, c'est la refonte de l'architecture financière internationale, la Banque mondiale, l'IFC, la Banque asiatique de développement, le Fonds monétaire international, toutes des structures qui ont été construites, établies après la Deuxième Guerre mondiale avec l'accord de Bretton Woods pour un monde du passé, de l'époque, pour
facilité à l'époque, comme disait M. Defarge, la construction à la suite de la Deuxième Guerre mondiale. Maintenant, ces institutions doivent évoluer. Ils sont en train d'évoluer. C'est pas simple parce que c'est une question de politique. Hein. Derrière le financement, derrière la gouvernance, c'est toujours une question de politique. C'est une question d'équilibre entre les États. Aujourd'hui, si vous regardez l'actionnariat et le poids des États à l'intérieur de l'Assemblée des Nations Unies, il reflète les déséquilibres de la Deuxième Guerre mondiale. Il ne reflète pas les équilibres du monde aujourd'hui, comme le Conseil de sécurité des Nations Unies aussi, par exemple, etc. Donc, il y a des sujets éminemment politiques. Ils ne sont pas des sujets financiers, ils ne sont pas des sujets technologiques. Les technologies existent, la finance existe, c'est une question de politique et de gouvernance. Et le deuxième dynamique en cours, et moi je passe 90% de mon temps à faire ça, c'est aligner toutes les organisations internationales au changement climatique. Donc toutes les organisations internationales doivent avoir dans leur thème de référence le travail vers le changement climatique. Parce que le changement climatique, c'est un changement qui impacte toute la société et qui regarde tous les aspects de la société, l'éducation, la formation, la disponibilité, le logement, l'énergie, la santé, tous ces aspects, nos aspects sociétaux vont être impactés, sont impactés aujourd'hui par le changement climatique. Donc, il est nécessaire que toutes les organisations internationales, donc cette espèce de mécanisme de gouvernance internationale qui n'est pas du tout parfait, loin de là, il est souvent désorganisé, souvent pas coordonné, souvent il y a des doublements, etc. Vous connaissez tous les problèmes dans lesquels, mais il faut déjà, on part par la mise en priorité de l'activité de toutes ces organisations internationales vers la mitigation, d'abord la mitigation et l'adaptation au changement climatique. Mais sur les solutions financières, on en parlera peut-être un peu plus tard, et aussi sur la question de la population. Donc, avec ça, je pense que c'est le grand temps pour faire une pause, pour voilà, respirer un petit peu. Donc, on se retrouve dans une quinzaine de minutes. Merci beaucoup.